Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Louise, qui a 24 ans. Elle souffre d'un trouble de l'hypermobilité appelé HSD, ou bien un syndrome d'Ehlers-Danlos. Le diagnostic précis est en cours. Sa particularité est qu'elle est en 6e année de médecine. Elle nous parlera d'ailleurs dans son témoignage de ses études et de ce que cela a changé pour elle dans son parcours. Le témoignage de Louise montre combien l'errance médicale peut être violente, douloureuse et même parfois mener au désespoir et à des idées noires. Il est difficile lorsque l'on ne l'a pas vécu de se rendre compte de ce que c'est de vivre avec des douleurs chroniques sans reconnaissance médicale et sans savoir ce que l'on a. Parfois, il peut même y avoir beaucoup de culpabilité mise sur le dos des malades en mettant en cause l'état psychique de la personne ou son stress par exemple. L'errance médicale est une véritable souffrance qui n'est pas prise en charge à sa juste mesure. Louise a eu le courage et la clairvoyance de se faire passer en priorité malgré des études de médecine très prenantes. Elle a su relativiser et faire passer sa santé en priorité. Aller mieux et prendre soin d'elle pour pouvoir par la suite soigner les autres. Il est beau de voir dans le témoignage de Louise que plusieurs médecins vont se battre et chercher avec elle ce dont elle souffre. Je vous laisse découvrir son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Louise. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je sais que tu as même posé une demi-journée pour enregistrer ton témoignage et ça me touche beaucoup de ton implication et voilà de ta présence et merci beaucoup de venir parler de ta pathologie aujourd'hui. C'est la première fois que l'on va parler de cette maladie-là et ça me tenait vraiment à cœur. Tu as répondu à un appel à témoignage que j'ai fait sur les réseaux sociaux concernant cette pathologie-là et du coup j'ai été enchantée quand tu m'as répondu et de pouvoir enregistrer un parcours sur le CED. Donc je vais te laisser la parole. Mais merci vraiment d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir parler du CED au travers de mon parcours, mais qui reste assez classique pour de l'errance médicale en soi, et je pense qu'on peut facilement s'y identifier, donc ça me fait très plaisir de pouvoir être là pour en parler.
Alors, est-ce que tu peux nous parler donc de la pathologie dont tu souffres et des principaux symptômes te concernant? Oui, alors je suis atteinte d'un syndrome d'Ehlers dans l'os ou d'une pathologie du spectre de l'hypermobilité, ça reste encore à définir. Donc c'est une pathologie du tissu conjonctif qui atteint le collagène. Donc ça concerne 80% du corps. Donc au final, tous les organes sont touchés. Les principaux symptômes, ça va être une hyperlaxicité ou une hypermobilité au niveau des articulations, des douleurs diffuses et quotidiennes, une fatigue très intense et des troubles de la proprioception. Et la proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace. Concrètement, je me prends les murs. Donc voilà. Oui, tu te cognes facilement parce que tu as mal estimé la distance, par exemple, avec un coin de table, un mur ou une porte. Exactement. Et du coup, ça fait des blessures à répétition. D'accord. Donc peut-être qu'il y a plein de personnes que l'on dit maladroits et en fait, ils ont un trouble de la proprioception. Oui, effectivement. C'est ça que je trouve très intéressant avec la médecine, c'est qu'au final, on peut expliquer beaucoup, beaucoup de choses du quotidien. Parfois, c'est des troubles, effectivement. La particularité te concernant, et c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup dans le fait de recueillir ton témoignage, c'est que tu es en 6e année de médecine Ouais. et je trouvais ça extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui était un pied de 2 côtés, un pied dans l'errance, un pied dans la pathologie, dans la maladie, et puis aussi un pied de l'autre côté où tu es soignante et future soignante. Et donc, bon, on y reviendra, mais c'était aussi cette particularité te concernant qui m'intéressait beaucoup de recueillir ton témoignage. Alors, est-ce que tu peux juste nous faire le parallèle de tes années de médecine et de ton errance au fur et à mesure de ton parcours, de nous dire Ouais. par exemple si l'errance a commencé avant ou après ou pendant. Voilà, ça m'intéressera de le savoir. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'ont commencé les symptômes et quels étaient ces symptômes-là au début de ton parcours? Alors la particularité du SED, c'est que les symptômes commencent très très tôt. Ça peut être dès la naissance. Donc dans mon cas, ça a commencé mes premières années de vie parce que je faisais des otites à répétition et on comprenait pas pourquoi. Des nombreuses otites, des pauses d'aérateurs, qu'on appelle des diabolos. Et donc ça, c'était les premiers symptômes. Après, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos à l'adolescence. J'ai eu mes premières règles vers mes 13 ans qui ont été d'emblée douloureuses. Je m'inquiétais pas plus que ça parce que ma mère avait des règles douloureuses aussi. Un peu le cliché de c'est normal d'avoir mal pendant les règles. C'était pas non plus au point de manquer des jours d'école, donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Et j'ai commencé à me poser des questions en 2017, donc c'est l'année où j'ai eu mon bac. Et c'est aussi l'année où j'ai eu mon premier chéri et où j'ai commencé à avoir une vie intime. C'est là que je me suis rendu compte que je faisais des malaises après, j'avais des grosses douleurs après qui duraient pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et on comprenait pas pourquoi. Si je peux me permettre, c'était des douleurs localisées au niveau de ton intimité et Oui. donc liées à la sexualité ou au niveau de ton corps, du fait d'avoir mobilisé ton corps? C'était au niveau de l'intimité plutôt, au niveau du bas du ventre, ça me faisait des grosses douleurs, mais j'avais des douleurs aussi pendant les rapports. Et vraiment après, j'avais des douleurs dans le bas du ventre. Ça m'est déjà arrivé de devoir appeler ma maman pendant que j'étais du coup en première année de médecine, parce que c'est à ce moment-là que j'ai passé le bac et je suis arrivée en première année. Et je révisais à la bibliothèque et j'ai dû appeler ma maman en lui disant là ça va pas. J'étais pliée en deux de douleur, je pleurais. J'ai même rangé mes cours tellement rapidement que j'ai déchiré mon sac parce que je gérais pas bien avec la douleur. J'étais vraiment dans tous mes états. Ramenée à la maison, je me suis reposée. Ça a fini par passer. Il s'est pas passé grand-chose de particulier. On n'est pas allé aux urgences ni quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment des douleurs extrêmement intenses et inexpliquées. À part par un rapport qui avait été dans les heures qui précédaient. D'accord. Tu vas consulter à ce moment-là? À ce moment-là, je vois ma généraliste et je lui parle de mes douleurs. Je vois aussi un gynéco qui me pose un stérilet et parce que pour la contraception, voilà, et qui me dit pour moi c'est pas de l'endométriose. Donc je me dis bon bah c'était ma piste et puis je me dis bah c'est pas très grave si c'est pas ça, c'est qu'il y a rien. Il y a rien. Ma maman a les mêmes soucis. Elle a toujours eu des règles très abondantes, vraiment hémorragiques et vraiment douloureuses.
Ça lui a pas posé de problème pour avoir des enfants. On me dit c'est pas de l'endométriose. Je me dis bon je vais laisser couler en fait. Et du coup il se passe rien pendant quelques années à part ma généraliste qui est au courant que j'ai des douleurs. J'ai de l'ibuprofène qui m'aide un petit peu. Et c'est pas fou non plus. Et c'est tout. Tu vas continuer comme ça combien de temps? Alors ça, c'était en 2017, donc j'avais 17 ans, et jusqu'en 2020, où je vais avoir des nouveaux symptômes un peu bizarres qui vont arriver. Donc là, j'ai un reflux gastro-œsophagien qui arrive. Bon, c'est assez fréquent, c'est de l'acidité gastrique qui remonte, c'est pas très choquant, donc mon médecin me met sous traitement. Sauf que j'ai d'autres petites choses qui se rajoutent. J'ai des fourmis qui se mettent dans mes bras, qui sont super désagréables et un peu douloureuses, qui arrivent un peu n'importe quand, pas forcément quand je suis stressée, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ça part, ça revient. C'est vraiment dérangeant. J'ai des moments où j'ai du mal à tenir mon crayon, parce que là, je suis du coup en 3e année de médecine. Et je continue, oui, d'avoir des douleurs. Ça m'embête. Et je commence à avoir des douleurs au moment de la marche et avec la conduite, des douleurs vraiment articulaires aux genoux, aux chevilles qui s'installent. Parfois, ça se bloque un peu. On ne comprend pas trop pourquoi. Et avec tout ça, puisque ça suffisait pas comme symptôme, j'ai ce que j'identifie comme étant une faiblesse globale. Je comprends pas pourquoi, quand je suis en stage, je suis épuisée, je tiens pas physiquement. En fait, avec le recul, c'est de la fatigue chronique, mais à ce moment-là, je l'identifie pas bien. Je me rends juste compte que je tiens pas physiquement et je comprends pas pourquoi. Et j'ai des moments où j'ai des grosses douleurs dans la poitrine avec des palpitations. Donc le cœur qui bat vite, c'est désagréable et je sais pas pourquoi. Et ça m'arrive quand je suis au repos, que je suis pas particulièrement stressée. C'est vraiment inattendu et on comprend pas en fait pourquoi ça m'arrive. Tu vois des cardiologues à ce moment-là? Tu vois des gens dans leur spécialité par rapport aux symptômes que tu décris ou pas forcément? Alors les cardiologues, non, j'ai même toujours pas vu de cardiologue, ça va bientôt arriver. À ce moment-là, je vois d'abord un neurologue par rapport aux sortes de fourmis que j'ai dans les bras qui sont dérangeantes. On fait un électroneurommyogramme. Donc c'est le fait de capter les messages électriques qui sont envoyés dans le bras au moment des mouvements. Et on trouve rien de particulier. Par exemple, pas quelque chose dans le sens d'une sclérose en plaques ou de choses comme ça. Donc il me dit, écoutez, ça doit être le stress. En plus, j'ai des gros maux de tête à ce moment-là qui arrivent dès le matin. Il me dit, vous êtes tendu au niveau du cou, ça doit être le stress. Bon, il me dit gentiment, avez-vous essayé de fumer du cannabis? Donc ça me fait un peu rire. Mais voilà, donc à ce moment-là, ça s'arrête un petit peu là, jusqu'à ce que j'aille voir ma médecin et que je lui dise bon, écoutez, j'ai quand même beaucoup de soucis. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous avec un double créneau pour avoir vraiment du temps et se poser pour vraiment que je vous parle de tout ce que j'ai. Elle était vraiment à l'écoute, elle accepte. En plus, c'était la médecin de famille, donc elle trouvait qu'on avait quand même des petits soucis bizarres dans la famille. Elle commençait à se dire que c'était pas très normal, ma petite sœur qui fait des malaises quand elle se sèche les cheveux alors qu'elle a 8 ans, qui se luxe facilement, où il y avait pas mal de choses pas très normales dans la famille. Ma maman qui a un syndrome de l'intestin irritable, ça commence à faire pas mal de choses. Et du coup, on prend le temps. J'arrive avec une feuille recto verso avec tous mes symptômes, comme une bonne petite élève en médecine classée par organe. Donc, je lui présente tout ça. Je lui dis, alors, sur le plan neuro, il y a ça. Sur le plan gynéco, il y a ça. Et elle me dit, OK, on va aller voir la médecine interne. Elle me présente ça en me disant, la médecine interne, c'est un peu le super généraliste. C'est celui qui sait gérer un peu tout dans le corps. Donc, il va pouvoir t'aider, te dire ce que tu as. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir à ce moment-là. Et je me dis, OK, on va enfin avoir des réponses. Sauf que la médecine française, c'est très long. Et du coup, je mets évidemment des mois à avoir mon rendez-vous. Donc là, on arrive en 2021. Donc, je suis en 3e année de médecine. Et en 3e année, on n'a que des cours théoriques. Donc, on est chez nous, ce qui me permet quand même de suivre les cours quand je vais bien. Donc, c'est vraiment pas mal parce que avec le Covid, on a eu les cours en virtuel. Donc, ça me permet de tout suivre quand je vais bien, de m'adapter à mon état de santé, ma fatigue du jour. Donc, je tiens quand même plutôt bien.
Et du coup, là, on arrive en janvier 2021 et il se passe quelque chose qui m'est jamais arrivé et que j'identifierai après comme une crise. C'est que pendant 3 semaines, je peux rien faire. J'ai des douleurs atroces dans tout mon corps, dans mes genoux, mes chevilles. C'est à ce moment-là que mes douleurs aux chevilles arrivent. C'est vraiment subi. Donc ça arrive du jour au lendemain, je peux plus bouger, je passe mes journées sur mon canapé, couchée, parce que même assise, ça me fatigue trop. Je suis exténuée, j'ai mal vraiment partout, c'est atroce. Et je vais voir ma médecin, je lui dis je comprends pas ce qui m'arrive, même mes mains sont toutes bloquées en fait. Je jouais du piano, je peux même plus le faire, je peux plus rien faire en fait. Je passe mes journées couchées à regarder la télé. Et du coup, mon médecin est assez démunie, elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle me prescrit des traitements à base de poudre d'opium, donc de la lamaline. J'essaye de prendre et je me rends compte que je suis très réceptive au traitement et que non seulement ça n'aide pas mes douleurs, mais ça me donne des nausées atroces et j'ai l'impression de planer concrètement. Hein, ça reste assez fort. Donc rapidement, j'arrête le traitement parce qu'il m'aide pas du tout et il me rend juste plus malade. Mais voilà, à ce moment-là, c'est tout ce qu'on teste et je suis super démunie. Et à ce moment-là, vraiment, moralement, c'est extrêmement dur parce que je me demande ce qui m'arrive. Je me demande pourquoi ça m'arrive et si un jour je vais retrouver mon état antérieur, en fait. Et la crise passe comme elle est arrivée. Au bout de 3 semaines, ça s'estompe. Ça s'estompe petit à petit. Pendant 3 semaines, vraiment, c'est dur. J'ai du mal à aller aux toilettes. J'ai très mal. Et au fur et à mesure, ça passe. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai toujours pas de réponse particulière, mais je me suis reposée pendant 3 semaines, vraiment repos strict, et c'est passé. La seule chose que j'ai identifiée rétrospectivement, c'est que ça arrive après les fêtes de famille où j'avais sûrement un peu trop forcé, niveau à la fois émotionnel et physique. Enfin, tout, je me suis beaucoup impliquée, j'ai géré pas mal de choses et mon corps a lâché derrière, en fait. Ok, donc tu fais le lien entre le fait d'avoir été trop stimulé à différents points de vue et après de finalement le payer, de déclencher des poussées douloureuses. C'est ça, parce que ça va se répéter en fait plusieurs fois, mais je reviendrai dessus. Mais ça va se répéter et à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment identifier les facteurs déclenchants, donc qui sont un peu le surmenage et une surcharge générale en fait, que ce soit par rapport aux études, par rapport à la vie personnelle, le sport, tout ça, le stress aussi. D'accord. Suite à ça arrive mon rendez-vous en médecine interne que j'attendais tellement. Moi, je le voyais vraiment comme la dernière chance. Je me disais, on n'a pas trouvé jusqu'ici, le gynéco trouve pas, le neuro trouve pas, ma généraliste comprend pas ce qui se passe. Là, on va trouver et on va savoir enfin, c'est le super médecin, il va trouver. Je savais que j'aurais sûrement pas de réponse à mon premier rendez-vous. Donc, je tombe pas trop de haut sur ce point-là. Mais le médecin me pose des questions et puis il me dit bon, vous savez, vous avez un reflux, c'est fréquent. Moi aussi, j'ai un reflux. C'est pas grand-chose. Je lui dis oui, mais vous savez, là, ma médecin, elle commence à suspecter un syndrome d'Ehlers dans l'os parce que elle trouve que dans ma famille, on a des choses bizarres et ma petite sœur là est suspectée d'avoir un syndrome d'Ehlers dans l'os. Ah, donc on t'avait déjà posé ce potentiel diagnostic, c'était une maladie qu'elle connaissait, ta médecin généraliste. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Alors c'est un petit peu plus tôt où ma médecin, suite à mon rendez-vous où on a fait le point, me dit écoute, vous avez des choses bizarres. Moi, ça m'évoque un syndrome d'Ehlers dans l'os, mais je connais pas bien. Et l'interniste, il saura. Il saura, il te dira si c'est ça ou pas. Et puis on avait encore la piste de l'endométriose à ce moment-là. Qui peut être associé, non? Ça peut être Ouais, oui, oui, les totalement. deux, c'est pas. Mais je trouve ça super parce que ce syndrome-là, il me semble qu'il est quand même pas si connu que ça, même de la part des médecins. Et donc du coup, finalement, ça reste quand même une chance, j'ai l'impression. Enfin, tu me le diras dans la suite de ton parcours, mais que déjà ce diagnostic-là ait été évoqué. Oui, alors totalement. J'ai vraiment eu de la chance là-dessus parce que c'est notre généraliste qui nous a mis sur cette piste et on le verra plus tard. Elle m'a beaucoup aidée dans ma prise en charge, donc c'est la généraliste que j'ai depuis que j'ai passé le bac. Donc vraiment, elle est arrivée au moment où mes douleurs sont vraiment arrivées et elle me suit encore et du coup j'ai beaucoup de chance là-dessus. Il y a un livre sur le syndrome d'Ehlers dans l'os écrit par
le médecin français qui en a le plus parlé, qui s'appelle le professeur Amonette. Et le titre, c'est La maladie oubliée de la médecine. Et c'est clairement ça. C'est vraiment ça, le CED. Ok. Du coup, je parle à l'interniste de tout ça. Je lui dis, écoutez, là, je commence mes stages en médecine. En fait, à ce moment-là, je commence à avoir des stages à l'hôpital et ça se passe pas très bien parce que je me rends compte que j'ai du mal à rester debout, que je suis à la limite du malaise quand je dois rester debout. Et je lui dis, mais je me sens faible, ça va pas. Et il me dit, vous savez, c'est l'anxiété. Vous êtes en médecine, beaucoup d'étudiants en médecine ont ça. En plus, on étudie les cours, donc en gros, ça nous rend un peu hypochondriaque. Donc je lui dis oui, bon d'accord. Et il me dit on va quand même faire des prélèvements. Donc à l'issue de ce rendez-vous, on me fait un électrocardiogramme, donc un ECG, qui revient normal, et on me prélève 11 tubes de sang. Donc je me dis bon bah là on est bien, on a tout regardé et on va être vraiment au point et on saura quoi. Suite à ça, je rentre chez moi, un peu démunie quand même parce que je me rends compte que je vais peut-être pas trop avoir de réponse, qu'il a un peu tout axé sur le côté psychologique, mais je me dis on verra bien. Excuse-moi, comment ça se passe dans tes stages justement, puisque tu évoques la difficulté de te tenir debout et que tu n'as pas de diagnostic? Est-ce que tu es entendu, écouté, ou est-ce que tu es un petit peu poussé et on te prend pour quelqu'un qui n'est pas très motivé? J'en parle pas. J'en parle pas parce D'accord. que je me sens pas légitime, je sais pas ce que j'ai. Et puis là, en fait, c'est vraiment le tout début, ça coïncide vraiment. Ce médecin, je le vois dans mes premières semaines de stage. Donc c'est vraiment le tout début. Et j'appréhende, en fait, enfin, je découvre mon état de fatigue et je découvre, en fait, que je tiens pas. Donc c'est un peu la surprise. Et c'est surtout suite au deuxième rendez-vous avec ce médecin que je revois et qui me dit que tout ce qui est auto-anticorps, donc recherche de maladies auto-immunes revient négatif chez moi. Donc il me dit on va pas trop chercher là-dessus. Et en fait là il me pose un diagnostic de troubles psychosomatiques ou somatophobes. Donc je pleure. Ça se passe pas très bien. Enfin avec lui j'ai l'impression d'être entendue. J'ai l'impression qu'il est vraiment à l'écoute quand même. Il me dit ça va aller mieux en fait, ça va guérir, c'est psychosomatique donc ça va guérir. Donc d'un côté, je suis un peu rassurée parce que j'ai une réponse et je me dis bon, ça arrive. Les études de médecine, ça peut conduire à ça. C'est particulièrement stressant, tout ça. Bon. Et il me donne un traitement pour les douleurs neuropathiques. Le souci, c'est que ce médicament, donc le Laroxyl, en gouttes, il me dit d'augmenter le traitement en fonction des douleurs. Donc j'arrive à 20 gouttes et en fait, je m'endors. Mais je m'endors en stage. Donc je me retrouve en réanimation et enfin en service de réanimation en stage. Oui. Oui. Et non, non, je suis pas allée jusque là quand même. Mais je me retrouve en stage de réanimation. C'est super intéressant et en fait je m'endors. Et à un moment, c'est assez dramatique. Un patient fait un arrêt cardiaque et je me réveille en sursaut. Je casse des choses parce que je me réveille littéralement en sursaut. Donc c'est un peu, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et je me dis ok, ce médicament ne me convient pas. Et je crois que je vois avec ma généraliste à ce moment-là pour l'arrêter. Parce qu'en plus, il me fait prendre 10 kilos. Donc, je me dis, bon, j'ai pas de souci avec mon corps, mais il n'y a pas d'effet. Prise de 10 kilos, ça sert pas à grand-chose. On va l'arrêter. Mm. Donc, j'arrête ce traitement et je suis super démunie parce que le médecin n'a rien trouvé. Enfin, parce que je sens que c'est pas ça. À ce moment-là, en plus, j'imagine, maintenant c'est à la lumière du diagnostic que tu repenses toute ton enfance, mais j'imagine qu'à ce moment-là, l'argument, c'est le stress de l'école de médecine, te parle parce que justement tu ne mets pas en perspective toute ta vie et tu ne fais pas encore les liens. Sinon, forcément que tu aurais dit: «Bah oui, mais quand j'avais 4 ans, j'étais pas en médecine, Mmh, quand j'avais 10 ans, j'étais pas en médecine» et cetera c'est et ça. et j'imagine qu'à ce moment-là, tu ne repenses pas forcément et tu ne fais pas tous les liens que tu fais aujourd'hui. Exactement, il y a plein de choses maintenant qui à la lumière du CED, ont plein de sens, alors qu'avant, enfin, les outils à répétition, bon, il y a pas mal d'enfants qui en font. Enfin, c'est pas mal les règles douloureuses, il y a pas mal de gens qui en ont, même si c'est pas normal, ça reste pas normal et on le dit jamais assez, mais enfin, toutes ces choses-là, me choquent pas tant que ça, en fait, mises, enfin, chacune individuellement sont pas si étonnantes. Mais oui, clairement, enfin, je me dis,
les études de médecine, elles ont bon dos, et je commence à sentir quand même que je suis malade, qu'il y a quelque chose. Je commence à me dire vraiment là, ça s'installe parce que depuis ma crise, mes douleurs aux chevilles sont jamais parties. Et à ce jour, elles sont encore là, elles sont quotidiennes, permanentes, elles sont jamais parties. Et je me dis, il est bien gentil, mais là, il y a un truc qui s'installe depuis plusieurs mois. Même si j'ai eu quelques soucis dans le passé, là, ça commence à vraiment poser problème et il y a quelque chose qui cloche. Tu lui avais parlé du diagnostic évoqué par ton médecin généraliste? Oui, alors je lui ai parlé du CED et je lui ai parlé aussi de l'endométriose. Pour le CED, il m'a dit c'est trop rare, t'es pas très hypermobile, donc moi j'y crois pas. Et de toute façon c'est rare, donc moi je sais pas le prendre en charge. Et pour l'endométriose, il m'a dit c'est rare, ce qui m'a fait un peu rire parce que j'étais là, une femme sur 10, c'est pas rare du tout, mais devant le médecin évidemment j'ai rien dit parce que petite étudiante en médecine stressée et position de patiente. Je me sentais vraiment démunie, donc évidemment j'ai rien dit, mais avec le recul ça me fait beaucoup rire parce que c'est clairement c'est pas rare du tout. Mais il m'oriente quand même vers le centre antidouleur et vers une gynécologue qu'il pense compétente. Je reviendrai dessus parce que non, elle n'était pas compétente, mais il m'oriente quand même, donc il y a quand même une suite de prise en charge et ça c'est pas mal. À la suite de ça, je vais voir donc la gynécologue en question qui me dit on va faire une IRM pelvienne donc pour voir s'il y a de l'endométriose. Ça, j'en avais déjà eu, mais on n'avait rien vu. Mais il faut les faire dans des centres qui sont spécialisés dans l'endométriose parce que sinon on loupe le diagnostic. Donc je refais cette IRM. Des centres référents. Oui, c'est ça. Et du coup, je vais alors à Tours cette fois pour faire l'IRM. Et à l'IRM, on ne retrouve rien. Et je m'étais dit, je pensais à ce moment-là avoir une endométriose et je me disais que ça pouvait expliquer des atteintes nerveuses qui pourraient expliquer mes douleurs. Je le pensais vraiment comme ça, vu que j'avais vraiment tous les symptômes de l'endométriose, les douleurs pendant les rapports, les douleurs pendant les règles, les douleurs aux toilettes, quand j'urine, quand je vais à la selle. Tout ça, ça rentre dans l'endométriose et du coup, je pensais vraiment que c'était ça avec une atteinte nerveuse et je me disais on va trouver et on va avancer. Et non. Et cette médecin vraiment pas à l'écoute qui me dit vous savez, moi j'ai de l'endométriose, on s'en est rendu compte au moment de me ligaturer les trompes, donc j'ai tout compris. D'accord. Bon, un peu étonnant qu'elle me raconte son parcours, mais elle me parlait que d'elle en fait. Elle me parle que d'elle et pendant l'examen, elle me fait mal et ça lui est égal. Enfin, pas mal de petites choses qui m'ont un peu vexée quand même. Et du coup, après ça, cette médecin me dit, bah, il y a rien. Elle me reconvoque même pas. Elle m'envoie un courrier en me disant, vous continuez votre pilule, parce qu'entre-temps, on était passé à une pilule œstroprogestative, il me semble, pour essayer de calmer les douleurs. Et ça marchait pas du tout. Et elle me dit, vous continuez comme ça, on se revoit dans un an. Donc évidemment, je suis jamais retournée voir ce médecin-là. Ouais. Oui. On peut l'entendre, oui. Ouais. Et du coup, là, j'arrive à la fin de ma 3e année de médecine. Qui dit fin de 3e année, dit début des stages, mais début des stages avec des responsabilités, parce qu'en 3e année, on fait de l'observation. Et après, on commence à vraiment prendre part à la vie des services. Donc, je stresse pas mal parce que je me dis, bon, est-ce que je vais tenir physiquement? Comment ça va se passer? Pour l'instant, j'ai fait une crise de 3 semaines. Depuis, c'est pas revenu. Je me dis, ça va aller. Ça devrait le faire. Et entre-temps, je consulte donc un autre gynécologue. J'ai trouvé une nouvelle gynécologue très à l'écoute qui, elle, me dit « Écoutez, c'est peut-être de l'endométriose quand même. Il se peut qu'on n'ait pas trouvé, mais que ce soit ça. Donc, je vais vous orienter vers un de mes collègues et lui, il vous fera une opération pour regarder. » Donc là, on arrive quand même dans du lourd, mais je suis démunie, j'ai super mal, on comprend pas pourquoi, je suis épuisée. Physiquement comme moralement et du coup je dis bah oui on y va. On me dit que c'est une petite chirurgie, c'est une célioscopie exploratrice et du coup on y va. Donc je rencontre ce médecin
au tout début de mon année scolaire, vers septembre, il me semble, qui me dit effectivement c'est peut-être de l'endométriose, vos symptômes collent totalement, l'examen clinique colle totalement. On va faire une célioscopie exploratrice et à ce moment-là on verra. S'il y a de l'endométriose, on la verra à l'examen, enfin à l'opération, on pourra l'enlever. Alors ça guérit pas l'endométriose, mais on pourra enlever les nodules, les kystes qu'on voit à ce moment-là. Et ensuite, on mettra en place une ménopause artificielle. Donc on arrive sur des traitements quand même assez lourds entre la chirurgie et la ménopause artificielle. Mais je me dis, on a trouvé ce que j'ai en fait. Là c'est bon, on touche du doigt le problème et ça va aller. Et l'opération arrive et je me réveille et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Les infirmiers sont super contents à mon réveil de me dire célioscopie blanche, ça veut dire qu'il y a rien. Et là je m'effondre. Vraiment, je m'effondre dans la salle post-op, enfin de réveil, parce que je me dis mais on n'a pas trouvé, on va jamais trouver en fait, parce que là c'était ma dernière chance et si c'est pas ça, on va jamais trouver quoi. Qu'est-ce que c'est en fait si c'est pas ça? Et là, je sombre vraiment très très bas. À ce moment précis, vraiment, je me dis faut que ça s'arrête en fait. Faut que ça s'arrête. J'ai vraiment des idées noires, hein, clairement. Et c'est dur, c'est très très dur. Ton entourage est soutenant avec toi? Pas tant que ça. Ma maman vient me chercher après l'opération, elle m'apporte une peluche, donc ça c'est adorable. Mais en même temps, j'attends en fait dans une salle où on m'a ramené dans ma chambre. On m'a donné de la morphine parce que j'avais mal. À nouveau, la morphine, je la tolère pas, donc je suis complètement dans les vagues, j'ai des nausées, je suis pas bien. Et ma mère arrive et elle me voit vraiment, je suis au bout du rouleau, je peux rien faire, je suis vraiment pas bien. Et elle entend les bébés pleurer à côté, vu que c'était un service de gynéco, et elle me dit mais tu vois, ça va aller, t'auras pas de problème. T'auras pas de problème à avoir des enfants, c'est une bonne nouvelle, tu vas bien, t'es pas malade. Je suis là, mais si, en fait, je suis malade, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose, j'en suis sûre. Mais c'est pas ça, mais il y a quelque chose. Et je me sens seule, je me sens très seule parce que mes proches comprennent pas. Ils comprennent pas qu'effectivement, j'ai pas d'endométriose, mais c'est pas, alors, non pas que je souhaite avoir de l'endométriose ou que je mette, que je classe les maladies ou quoi que ce soit. Mais juste, je pensais que j'aurais une réponse à ce moment-là, et en fait, on me laisse encore toute seule, et même le brancardier qui vient me chercher après, il comprend pas pourquoi je suis dans tous mes états, et je lui explique, et il est super démuni. Enfin, tout le monde est très démuni en fait. Oui, pour eux, c'était vraiment une bonne nouvelle. Ouais. Et pour toi, en fait, c'était un échec et de te dire, mais du coup, là, je n'ai plus d'option, je ne sais plus à cause de quoi je souffre comme ça, mais c'est la réalité de ma vie. Ouais. Et il faut qu'on trouve et comment je vais faire. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est super dur. Le chirurgien vient à la fin de la journée, il est tout content de nous annoncer à ma mère et moi qu'effectivement il y a rien. Et je lui dis il y a rien, mais en fait j'ai pas rien. Donc je rentre chez moi et c'est dur. C'est dur. Dans la voiture, ma mère me questionne. C'est super intime, mais elle me dit est-ce qu'en fait tu serais pas lesbienne et que tu t'en serais pas rendu compte et que ce serait pas ça le problème? Je suis là, mais non, c'est pas du tout ça. Enfin, et c'est dans la voiture, je suis encore shootée à la morphine. Je suis là, mais non, ça a rien à voir. Et en plus, j'ai mal à ce moment-là parce que syndrome d'Ehlers-Danlos oblige. Le post-opératoire se passe pas très bien pour moi. J'ai beaucoup de douleurs alors qu'on est censé avoir des simples courbatures. Enfin, c'est ce qu'on nous décrit et c'est ce que j'ai eu comme retour aussi en tant que soignante après. Moi, c'est super douloureux et je comprends pas. J'ai même un jour où mon chéri vient chez moi pour rester avec moi, donc c'est un vrai soutien. Je lui dis que j'ai envie de mourir, clairement, que je suis au bout du rouleau et que ça va pas du tout. Et à un moment, j'ai même l'impression de faire un pneumothorax parce que j'ai ma poitrine qui se serre en fait, et je sens qu'il y a en fait les gaz de la célioscopie qui remontent et ça comprime mon poumon et j'arrive plus à respirer et c'est extrêmement douloureux et j'ai cru que j'avais un pneumothorax. J'ai failli appeler les urgences à ce moment-là et je me suis dit mais c'est pas du tout normal.
Normalement, l'opération, après, ça se passe bien. On m'appelle, je leur dis, je comprends pas. On m'appelle pour prendre des nouvelles après l'opération. Je leur dis, mais je comprends pas, j'ai extrêmement mal au niveau du thorax. Ils me disent, c'est les gaz, c'est normal, parce que pendant la célioscopie, on gonfle le ventre avec de l'air pour voir ce qui se passe. Ils me disent, c'est normal, c'est les gaz qui s'évacuent. Je me dis, quand même, c'est quand même bizarre. Chez moi, ça se manifeste pas comme chez les autres, apparemment. Dans ton témoignage, là, on en parle tout récemment de la possibilité d'avoir un diagnostic de l'endométriose grâce à un test salivaire. Mmh. Et en fait, ça t'aurait évité une opération. On parle beaucoup du coût de ce dépistage salivaire. Je pense qu'une chirurgie exploratrice, alors j'ai pas les chiffres, hein, je ne saurais pas dire exactement, mais à mon avis, entre le personnel que ça mobilise et les locaux et l'acte chirurgical en tant que tel, on serait gagnant à faire un test salivaire. C'est beaucoup moins invasif, il y a beaucoup moins de risques, il n'y a pas besoin d'avoir d'anesthésie et ça t'aurait surtout évité beaucoup de souffrances inutiles. Oui. Totalement. Et pour beaucoup de femmes. Et que ce soit l'endométriose ou que ça ne le soit pas d'ailleurs, ce test, il est hyper important et ce serait une énorme avancée de pouvoir le mettre en place en masse finalement pour éviter de faire souffrir les femmes encore. Totalement. Et puis je pense que ce serait quand même un bénéfice parce que les IRM, ça coûte de l'argent aussi. En fait, faut tout remettre dans son contexte. Mais le test salivaire est peut-être onéreux pour la sécurité sociale. Mais les femmes qui errent pendant des années et qui multiplient les examens, les échographies, les IRM, les chirurgies exploratrices, les traitements, en fait, il y a énormément d'économies qui pourraient être faites aussi grâce à ce test-là. Oui, surtout que j'ai oublié de le préciser, mais en 2020, quand j'ai commencé à avoir plein de soucis, j'ai aussi eu des soucis urinaires qui nécessitaient pas mal d'échographies, de bilans urinaires. Donc j'ai multiplié les examens clairement. Pas par plaisir, hein. C'était pas, je voulais pas volontairement coûter des sous à la sécurité sociale et même si on me voyait un peu comme, oui c'est ça, mais c'est qu'on me voyait un peu comme la fille qui persévérait et qui essayait tout. Et c'était dur d'avoir cette image-là parce que c'est pas volontaire, on veut pas déranger, c'est pas pour prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est juste aidez-moi à trouver ce que j'ai s'il vous plaît, quoi. C'était vraiment. Oui, tout à fait. Alors, quelle est la suite de ton parcours suite à cette énorme déception et ce désespoir que j'entends chez toi? Déjà, je suis face à l'incompréhension de ma fac parce que le jour de l'opération, enfin le lendemain de l'opération, je devais avoir un examen, un partiel. Donc je les préviens que je serai pas là. Et ils me demandent de venir apporter les chariots des tablettes qui permettent de passer les examens le jour de l'examen. Et je leur dis, non, en fait, je vous ai dit que je ne serai pas là. Je serai pliée en deux de douleur. Non, je ne viendrai pas. Donc, je me rends compte que effectivement, on n'arrive pas à mettre grand-chose en place par rapport à la fac. Donc, je suis un peu déçue sur ce point-là. Et arrive mon rendez-vous au centre antidouleur. Donc, la médecin me reçoit. Une médecin assez rigolote qui a le masque sous le nez en pleine période Covid, qui respire ses huiles essentielles en me disant « Oh, je suis désolée, je suis un peu enrhumée. » Je me dis « Bon, d'accord, sur qui je suis tombée. » Mais je suis preneuse de toute façon, donc ça a l'air d'être un sacré personnage, mais allons-y. Et cette médecin, du coup, regarde tout ce qui a été mis en place avant et me dit on va tester des traitements pour les douleurs neuropathiques autres que ceux qui ont été testés. Donc là, on passe à la gabapentine et elle me dit on va voir si ça fonctionne. Donc moi, je suis preneuse et elle me dit est-ce que vous voulez voir la psychologue du service? Je lui dis oui. Elle me dit peut-être pas la psychiatre, vous avez l'air d'aller bien. J'ai les larmes qui montent. Je suis là non, ça va pas trop. Mais elle m'oriente quand même que vers la psychologue. Donc je vois la psychologue à ce moment-là qui pense que je fais un début de burn-out. Voilà, donc un peu à côté de la plaque. Je lui dis j'ai des idées noires, grosses idées noires. Hein. Et elle me dit je pense que vous faites un début de burn-out. Elle a fait de son mieux. Elle venait d'arriver dans ce travail et je pense qu'elle connaissait pas bien tout ce qui était douleur chronique. Donc elle m'explique comment ça fonctionne, comment gérer les douleurs, comment pas attendre le dernier moment pour prendre les traitements contre la douleur. Sauf que moi, il y a rien qui fonctionne.
Donc c'est pas très adapté, mais elle fait de son mieux. Voilà. Oui, et puis on en revient souvent à ce regard que les médecins peuvent poser sur nous, que j'ai pu avoir sur moi. Vous avez des douleurs parce que vous êtes, en dépression, parce que vous n'allez pas bien, et ils ont du mal à comprendre que souvent, c'est l'inverse. C'est Exactement. parce qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont intenses et depuis très longtemps et qu'on ne trouve pas de solution, qu'on ne sait pas ce que l'on a, Mmh. que ça commence à attaquer notre morale, notre positivité, notre, en fait, notre élan de vie parce qu'on se sent démuni, impuissant et on souffre. C'est exactement ce qui va se passer pour moi, pour la suite, parce que en janvier 2022, je refais une crise. C'est là que je me suis rendu compte que les fêtes de fin d'année, effectivement, ça devait causer quelque chose chez moi parce qu'à chaque fois, je fais une grosse crise de 3 semaines juste après. 3-4 semaines où pareil, je suis pliée de douleur. Je me rappelle, j'adopte mon petit chat, ce qui est un grand bonheur pour moi à ce moment-là. Et je me rappelle m'endormir par terre devant ma bibliothèque en le regardant, tellement je suis mais exténuée. Et je suis quand même très démunie parce que là, le centre antidouleur, on commence à multiplier les tests, tests médicamenteux, infructueux. Et je me rapproche d'un CMP à ce moment-là parce que je me dis, je suis en train de couler. Je suis vraiment en train de couler, ça va pas du tout. Je continue mon externat, mais j'ai des grosses pensées noires, ça va pas du tout. Je suis débordée en plus avec les cours parce qu'on a un rythme très très soutenu. À partir de l'externat, on a des examens toutes les 6 semaines. Donc on alterne 3 semaines de stage, 3 semaines de cours partiels, 3 semaines de stage, 3 semaines de cours partiels. Donc c'est un rythme très soutenu que je ne tiens pas concrètement. J'ai de justesse mes examens, j'ai de la chance là-dessus à ce moment-là. Je dirais pas que c'est de la chance, c'est que c'est du travail, de l'acharnement et tu y es arrivé, bravo. Merci, mais je travaille pas autant que les autres, donc c'est pour ça je me dis bon j'ai peut-être des Bah, facilités tant et mieux. j'ai de la chance, ouais c'est ça. C'est pour ça je me disais bon bah tant mieux ça passe, mais par contre en stage les 3 semaines là où je suis malade ça tombe sur les 3 semaines de stage où je devais être dans la ville d'à côté à 20 minutes de route en stage en pédopsychiatrie que je découvre comme étant ma vocation à ce moment-là, donc vraiment je nage pas dans le bonheur parce que je suis vraiment en dépression à ce moment-là, mais je me sens au mieux de ce que j'ai été moralement depuis plusieurs mois. Et pourtant, crise de 3 semaines. Donc le côté psychosomatique, angoisse, bon, ça montre que c'est pas ça. Et à ce moment-là, donc j'attends mon rendez-vous au CMP avec un psychiatre et les 2 mois après, et je me dis c'est trop loin, ça va pas. Donc je vais voir ma généraliste et je lui dis ça va pas du tout, j'ai des pensées noires, j'ai envie de mourir, je n'en peux plus d'avoir mal et qu'on ne trouve pas de solution. Et je m'attendais à ce qu'elle me donne des anxiolytiques pour passer le cap en fait. Et là, elle me dit ok, vous êtes déjà sous antidépresseur parce que ça avait été introduit par le médecin de la douleur, mais à une toute petite dose. Et elle me dit, vous êtes déjà sous antidépresseur. Là, c'est l'hospitalisation en psychiatrie. Du coup, ça prend un nouveau tournant parce que j'appelle mon chéri. Je lui dis, écoute, là, il est 19h. Ce soir, on va aux urgences et je me fais hospitaliser. Et c'est pas facile. Mais je priorise dans le sens où je rentre chez moi, je mange parce que je sais que je vais pas manger tout de suite. Donc je prends le temps de manger, je mets mes vêtements de côté, des tablettes de chocolat parce qu'on me dira jamais assez, c'est très important le chocolat. Pour moi, c'est vraiment un petit plaisir important. Donc je prends du chocolat, je prends ce que je peux et puis je vais aux urgences. Et aux urgences, on me dit effectivement là hospitalisation parce que ça va pas du tout, que j'ai des idées noires et que le rendez-vous avec le psychiatre est trop loin. Donc je vais être hospitalisée pendant 1 semaine et en fait tout ce qui va être fait, c'est je vais voir des médecins les premiers jours, on va augmenter ma dose d'antidépresseurs et après plus rien. Il ne se passe plus rien, je vois personne, je rencontre des gens, je me fais des amis, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de mon hospitalisation et je finis par leur dire, écoutez, là, vous voulez me faire sortir pour que je revienne dans 3 jours. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ça?
Et ils me disent, bah non, rentrez chez vous. Donc je rentre chez moi. Je suis très contente de rentrer parce que cette hospitalisation, je l'ai pas très bien vécue. Toutes les contraintes, on est un peu infantilisé quand même. On n'a pas accès à grand chose. On nous donne des médicaments, on ne sait pas ce que c'est. On est un peu shooté toute la journée. J'aimais vraiment pas cet état, mais ça m'a permis de passer le cap. On avait des activités à faire là-bas. Je me mets à faire du tricotin, je fais un peu d'art manuel, un peu de sport, et ça me fait du bien. Et je me dis, ok, je vais continuer de vivre. Je vais continuer de vivre dans le sens où je vais pas juste être une étudiante en médecine qui est malade. Je vais faire d'autres choses à côté. Et si j'ai des rattrapages, c'est pas la fin du monde. Si je travaille pas autant que les autres, c'est pas la fin du monde parce que ma santé mentale est fragile et elle est importante. Et pendant cette hospitalisation, j'ai quand même un médecin généraliste qui vient me voir pour faire le point. Et je me dis, bah super, je vais parler de mes douleurs. Donc je lui explique, je lui dis, j'ai mal partout, tout le temps. On ne trouve pas pourquoi. C'est super dur. On a parlé d'un syndrome des lèvres dans l'os, mais ça a pas l'air d'être ça. Et elle me dit, le syndrome des lèvres dans l'os, ça existe pas vraiment. C'est des maladies qu'on s'invente pour mettre des gens qui marchent en fauteuil roulant. Ce que je sais déjà comme étant faux à ce moment-là. Donc je me dis, sur qui je suis tombée encore. Et elle me regarde et elle me dit, vous savez, parfois, on a mal parce qu'on va pas bien là, en montrant la tête. On va pas bien dans la tête et du coup, on a mal. Je lui dis, mais non, mais moi, c'est le contraire, en fait. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Je dis, mais c'est le contraire. Moi, je vais mal parce que j'en peux plus d'avoir mal et qu'on trouve pas de solution, mais je suis épuisée d'avoir mal. Enfin, voilà. Et, elle comprend pas, elle l'entend pas et elle reste là-dessus et puis elle me dit, non, mais on va traiter votre dépression et ça ira mieux. Et à ce moment-là, je suis quand même diagnostiquée en dépression sévère, donc à cause des douleurs, de tout ça. Ça met en place un suivi psy derrière qui va quand même bien me soutenir moralement par la suite. Et en plus, pendant cette hospitalisation, je rencontre pas mal de gens douloureux ou qui ont des pathologies et je me rends compte que, contrairement à ce qu'on m'a dit, parce qu'il y avait quand même pas mal de clichés sur l'hôpital psy, de la part des psychiatres qui m'y ont orienté, qui m'ont dit vous avez un profil un peu particulier, vous allez être en décalage par rapport aux autres. Je me dis oulala, où est-ce qu'on va m'emmener? Je tombe sur des gens tout à fait normaux. Enfin, il n'y a pas de normes, mais des gens comme vous et moi. Enfin, il n'y a pas de. J'ai pas compris en fait ces clichés. Et je rencontre un ami qui est maintenant un ami très proche, qui a des douleurs chroniques et qui a très certainement aussi un syndrome des lèvres dans l'os finalement, qui à ce moment-là a été diagnostiqué comme une fibromyalgie, qui est dans la même situation que moi. Et je me rends compte que je suis pas toute seule. Et ça aide quand même pas mal. Suite à ça, ma médecin de la douleur me dit il faudrait peut-être quand même que tu vois une rhumato parce que c'est vrai que c'est bizarre ce que t'as. Il faudrait chercher une cause à tes douleurs. Le problème, c'est que les rhumatos de mon CHU, étant donné que j'ai été étiquetée psychosomatique, ils refusent de me voir. Ils refusent de me voir alors que c'est un centre de compétences du syndrome des lèvres dans l'os. Et ouais, ils refusent. Ils disent aux médecins de la douleur qui les appellent, qui leur envoient des courriers, ils disent non, il faut juste une gestion au centre antidouleur, c'est psychosomatique, donc c'est vous qui gérez. C'est terrible de voir que les étiquettes qui sont posées sont tenaces, ne sont pas remises en question. Ouais. Alors c'est amusant parce que des diagnostics de maladies sont continuellement remis en question par beaucoup de médecins. Mais alors par contre le diagnostic de psychosomatique et alors de fibromyalgie, alors ça il y a pas de problème. Non, ceux-là on Ça les une fois adore. que tu l'as, c'est collé à ta peau. C'est ah non, on a enfin trouvé quelque chose où on peut pas savoir si c'est vraiment ça, mais au moins ça nous dédouane de toute responsabilité et on fourre tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre dedans et c'est magique. C'est magique, les étiquettes ça, des fois sont bien tenaces. Exactement. Et là où j'ai eu quand même de la chance dans mon parcours, c'est que mon médecin de la douleur a été capable de me dire ce que vous avez, effectivement, ça ressemble à une fibromyalgie parce que moi j'arrive, je lui dis j'ai l'impression d'avoir une fibromyalgie là. Les points douloureux, ils sont douloureux. Enfin, tout est douloureux. Donc, effectivement, ça y ressemble. Et elle me dit, non, ce que t'as, c'est pas une fibromyalgie. Je ne sais pas encore ce que t'as, mais c'est pas ça. Donc, je vais pas te coller cette étiquette parce que sinon, t'auras du mal à t'en défaire. Et j'ai eu quand même de la chance là-dessus. Ouais.
Et du coup, elle m'oriente vers des rhumatos en me disant, en plus, entre-temps, j'ai revu le neuro qui m'a dit, va voir en plus ces rhumatos, ils sont bien, ils sont jeunes. Si c'est un CED, ils connaîtront sûrement. Donc, je vais voir ces rhumatos qui me refont faire des examens. Donc, on fait des radios. Et étonnamment, on ne m'avait jamais fait de radio. Avec toutes mes douleurs, on n'avait jamais regardé ce qui se passait au niveau de mes articulations. Donc, ils me font une panoplie de radios. On fait les pieds, les mains, les genoux, les épaules, le thorax. On a tout fait. Tout y est passé. Et tout est normal. Tout est normal. Donc, on me dit, écoute, oui, t'as des douleurs. On les entend. C'est pas normal. Mais malgré le médecin du centre antidouleur qui dit que c'est pas ça, nous, ça nous évoque une fibro. Mais en tout cas, soit c'est fibromyalgique, soit c'est une patho-articulaire qu'on ne connaît pas. Et du coup, un peu retour à la case départ. Je me dis, bon, ok. Le CED, ils te disent non. Ils connaissent pas bien. Et ils me disent, t'as pas la peau très élastique, t'es pas très hyperlaxe, t'es pas très souple. Je suis pas très souple. Donc, on me dit, non, ça a pas l'air d'être ça. Ça a pas l'air d'être ça. En tout cas, tu as quelque chose. Par contre, c'est la première fois où on me dit, oui, tu as quelque chose. Tu as quelque chose de rhumato, mais on ne sait pas ce que c'est. Et je me dis, bon, déjà, il y a quelque chose. C'est pas mal. Et puis, on me conseille la méditation en pleine conscience, le yoga. Ils me disent un peu quel type de sport faire, parce que le yoga, c'est pas mal pour percevoir son corps dans l'espace, tout ça. Et elle me prescrit de la kiné, en me disant, on va quand même faire du renforcement parce que t'en as besoin, et du travail sur ta proprioception, parce qu'on se rend compte à ce moment-là que je perçois pas bien mon corps dans l'espace, que je bouge un peu bizarrement, ce qui, avec le recul, avait déjà été remarqué par une prof de PS quand j'étais au collège, qui m'a dit, Louise, tu marches bizarrement, tu as une façon de marcher un peu bizarre. Bon, avec le recul, je me rends compte que ça a toujours été là. Et du coup, je commence à avoir un suivi avec une kiné. Donc là, on est en début d'année scolaire 2022. Donc je rentre en 5e année de médecine. Toujours en dépression, c'est toujours compliqué, mais j'ai décidé de me battre. J'ai eu quelques rattrapages à la fin de l'année, mais je me suis dit, c'est pas la fin du monde. Santé mentale d'abord, santé physique d'abord. Et je me priorise, ça va quand même pas trop mal. Je me débrouille. Et à ce moment-là, je vais au centre antidouleur et je suis en crise. Alors, une crise musculaire. En fait, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Toutes mes articulations sont instables. Je tremble. Je suis assise, mes genoux claquent les uns contre les autres, mes chevilles tremblent et je comprends pas ce qui se passe. Et je dis à mon médecin, regardez, c'est bizarre, j'ai les muscles qui se contractent au niveau des chevilles. En médecine, on appelle ça une danse des tendons. C'est vraiment, on voit les tendons musculaires qui se contractent les uns après les autres. Et elle regarde et elle me dit, mais vous êtes hyperlaxe en fait. Je dis, ah bon ah bon, on m'a toujours dit que j'étais pas hyperlaxe justement et que du coup j'avais pas de CED. Et il y avait mon petit ami avec moi à cette consultation et elle me fait tordre ma cheville et elle lui demande de faire pareil. Et puis moi ma cheville se tord à 90 degrés, je me mets debout sur la tranche de mon pied. Mais ça me fait pas mal, pour moi ça pose pas de problème et mon copain il essaye et lui il y arrive pas et elle me montre et je me dis vous y arrivez. Elle me dit oui, mais moi j'ai eu une entorse quand j'étais jeune, c'est pas normal en fait. Je dis ah bon. Puis là, elle me regarde un peu de partout et elle me dit mais t'es hyper laxe en fait. Je dis ah bon. Enfin, je me dis et là la piste du CED, elle revient en fait. Ça revient et du coup je lui dis ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je fais des recherches sur le CED. Je commence à me dire effectivement ça ressemble à ce que j'ai. Je lui dis écoutez, dans le CED, il y a un truc qui s'appelle les vêtements compressifs. Je sais pas du tout si je vais supporter, mais est-ce qu'on peut essayer ça? Apparemment, ça aide pour la proprioception. Donc les vêtements compressifs, elle me dit oui, elle me les prescrit. On va les faire donc sur mesure. Donc on prend plein de mesures, le tour de poitrine, le ventre, les jambes, c'est vraiment tout le corps. Et c'est des vêtements qui vont comprimer les cellules nerveuses qui sont au niveau de la peau. Et ça permet de percevoir son corps dans l'espace, donc de récupérer la proprioception. Et en serrant en fait un peu les articulations, non seulement on perçoit où elles sont dans l'espace, donc on va pas se faire mal en les mettant dans des positions anormales, et en plus
ça stabilise déjà, en dehors de la proprioception, ça stabilise les articulations qui sont comprimées et du coup qu'on va pas bouger dans tous les sens. Et du coup, je découvre la façon dont les gens perçoivent leur corps normalement. Je me dis mais c'est incroyable, j'ai jamais ressenti ça. C'est fou de se dire que les autres perçoivent leur corps comme ça. Et à ce moment-là, je lui dis est-ce qu'on peut essayer l'oxygène parce que on met aussi en place de l'oxygène pour les patients qui ont un SED. Et elle me dit OK. Et du coup, elle me met en place de l'oxygène à domicile et ça aide pour les maux de tête et ça aide aussi pour la fatigue chronique. Et du coup, je découvre la sensation de pas avoir un brouillard mental. Et je me dis mais c'est incroyable. Pour la première fois, je conduis après l'oxygène. C'est incroyable, j'ai le temps de réagir quand les voitures passent à côté, quand les voitures changent de fil. J'ai le temps de réagir et j'ai pas d'accident, quoi. J'avais jamais eu d'accident, mais souvent j'étais passée à pas grand-chose. Je me dis, mais c'est incroyable donc c'est ça le brouillard mental, en fait. Et l'oxygène, tu le prends quand tu en ressens le besoin ou c'est un protocole très particulier, un nombre de fois dans la journée, un nombre de minutes, etc. Les recommandations, c'est 3 fois par jour, 20 à 30 minutes, 2 à 3 litres minutes. C'est-à-dire que c'est un peu comme les patients qui ont des insuffisances respiratoires. C'est pas comme dans l'algie vasculaire où on va mettre des très grosses doses. Hein, ils sont à du 15 litres minutes. Nous, là, c'est vraiment une petite dose de fond avec un masque ou des lunettes. Les petites lunettes d'oxygène, c'est ce qui va dans le nez. Et, euh, et sinon, c'est quand on en ressent besoin. Quand je suis épuisée, quand ça va pas, je peux faire ça. Donc quand je révise les cours depuis Ok. chez moi et que je suis à plat, ça m'arrive de bosser avec le petit masque d'oxygène et comme ça je tiens. Je suis allongée dans un fauteuil qui s'incline parce que je tiens pas assise quand je suis épuisée et j'ai mon masque d'oxygène et ça va. Ok, c'est génial ça, et c'est bien de le dire pour les personnes qui peut-être connaissent pas ce traitement-là. Alors c'est génial. Par contre, c'est actuellement pas reconnu par l'ANSM. Donc actuellement, il n'y a pas l'autorisation. Il faut bidouiller un peu pour avoir accès à ça. Ou il faut s'acheter un concentrateur d'oxygène. D'accord. Voilà. Mais alors un concentrateur d'oxygène, c'est un sacré coût, c'est dans les 500 €. Mais après, ça permet d'être autonome, avoir du coup une machine qui nous fournit de l'oxygène médical à la demande. Du coup, je connais pas. C'est quoi concrètement? Ça vient prendre l'oxygène dans l'air et ça garde que l'oxygène, cette Ouais, machine? ouais, c'est ça. C'est une grosse machine comme une valise. Souvent, c'est une grosse valise bleue. Et puis on branche le masque dessus. Alors je sais pas si ça fait du bruit ou pas parce que personnellement je n'en ai pas. Mais voilà, ça concentre l'oxygène et ça l'envoie dans le masque pour le patient. Et puis on peut ajouter un humidificateur pour ceux qui ont des soucis pour lesquels ça assèche un peu trop les muqueuses et parce que ça peut être un peu douloureux. Du coup, ça peut irriter un petit peu ce flux d'air Mhm. un peu plus vif que d'habitude. J'y vois aussi un avantage aux bouteilles d'oxygène classiques, c'est que j'imagine qu'à partir du moment où enfin, de l'oxygène, il y en a partout. Donc en fait, on peut partir en voyage sans avoir besoin de se procurer des bouteilles d'oxygène, etc., etc. Il y Exactement. a de l'autonomie, j'imagine, en ayant cette machine-là. J'imagine aussi, c'est un achat que j'envisage du coup quand je pourrai quand je serai plus grande, quand je serai médecin et que je pourrai me le permettre. Mais voilà. Donc tu mets en place ces traitements-là parce que tu as cette médecin qui te croit, qui t'écoute et qui est prête à essayer. Et j'ai l'impression que c'est presque un peu comme on te propose finalement ces traitements-là pour faire un peu un test thérapeutique. Si tu y réponds, si tu vois une amélioration, ce sera des éléments supplémentaires en faveur d'un CED. Exactement. Ce médecin, quand je lui présente tout ça, elle me dit effectivement, j'ai des patients qui ont un CED. Je sais pas si c'est ce que t'as, mais si c'est ça, ça t'aidera. Ça va t'aider. Et les vêtements compressifs, elle en a jamais prescrit. C'est vraiment moi qui arrive et qui lui dis c'est ça, ça, ça. Elle me dit ok, qu'est-ce que je dois noter sur l'ordonnance. Donc je me renseigne, je vais sur des sites, je découvre CEDIN France, donc l'association du CED en France, qui est la plus connue, il me semble. Et c'est eux qui me conseillent et qui me font rentrer dans un groupe de parole
où je peux poser des questions et donc on m'explique comment avoir, qu'est-ce qu'il faut marquer sur l'ordonnance. Donc je transmets à mon médecin qui, très à l'écoute, mon médecin de la douleur me prescrit ça parce que ça doit être prescrit par un médecin hospitalier, les vêtements compressifs. Donc on tente, on se dit allez, ma généraliste me dit toi qui as des douleurs de ventre, je sais pas si ça va t'aider, mais si tu veux tenter, tente. Et puis du coup, je demande au médecin de la douleur de me prescrire ça. Donc là, tu as des effets positifs? Alors, j'attends un certain temps avant d'avoir les vêtements compressifs. Ça met un peu de temps quand même parce que c'est sur mesure, tout ça. Donc, c'est assez laborieux, encore une fois. Et quand je les reçois, c'est la grande joie. Et en fait, je déchante très vite parce que je me rends compte que moi, qui ai des grosses douleurs digestives, en fait, j'ai un syndrome de l'intestin irritable. On s'en rend compte à peu près dans ces eaux-là avec un gastro-entérologue qui me diagnostique donc le syndrome de l'intestin irritable et donc j'ai des grosses douleurs de ventre et le fait d'avoir des choses qui appuient sur mon ventre, ça me déclenche des crises et j'en fais quotidiennement quand je les porte. Et du coup, je déchante assez vite et j'arrête de les porter. D'accord. Quelle est la suite des événements pour toi à partir de là? Alors suite à ça, mon médecin de la douleur continue de chercher et elle me dit là on va tester les cures de kétamine. Parce qu'on a essayé la gabapentine, on a essayé les antidépresseurs, et puis j'ai des antidépresseurs à dose pour le moral, donc à bonne dose. Et elle me dit, on va tester la cure de kétamine. Donc c'est des injections de kétamine via une perfusion. Et du coup, tous les mercredis après-midi, en début d'année 2023, je vais au centre antidouleur et on fait des perfusions de kétamine. C'est pas évident, je les vis pas très bien parce que la kétamine, ça fait dissocier au niveau neuropsy. Donc on se sent en dehors de son corps. Moi, ça me fait limite faire des crises d'angoisse, c'est vraiment compliqué à gérer pour moi. Donc je prends le parti de dormir pendant la perfusion. Ça se passe beaucoup mieux comme ça. Donc je dors pendant les perfusions, ça c'est tous les mercredis après-midi. J'aménage mes stages en fonction, je préviens que tous les mercredis après-midi, je suis désolée mais je suis pas là. En général, c'est assez bien accueilli. En même temps, je demande à avoir accès au parking de mon hôpital parce que je suis obligée de venir à pied. Et que moi, venir à pied, ça commence à être très douloureux. Et j'ai fait ma demande à la MDPH à ce moment-là. Et donc la maison départementale des personnes handicapées de mon département et j'attends d'avoir les réponses, d'avoir potentiellement les cartes de mobilité et de stationnement parce que je commence à avoir vraiment du mal à marcher et que moi, si je marche pour aller en stage en me garant à ma fac, alors non seulement les batteries sont vides, mais en plus j'ai des grosses douleurs aux chevilles qui s'accumulent et à la fin de la semaine, je peux pas dormir tellement j'ai mal et du coup, je peux pas enchaîner 2 semaines de stage. Et je dois en enchaîner 3 à chaque fois. Et je tiens pas. Donc je fais des demandes. C'est pas facile. Au début, on me dit qu'on peut pas accorder ça à tous les étudiants, que j'ai qu'à prendre mon mal en patience. Je contacte le doyen de ma fac qui est très compréhensif et qui du coup soutient ma demande. Donc on me donne l'accès au parking de mon hôpital. Donc mine de rien, chaque démarche c'est compliqué. Quand on est malade, la moindre chose devient très compliquée. Puis devoir toujours se justifier. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant de devoir toujours se justifier, de dire en stage je suis pas là. Enfin, ça m'arrive un matin, j'arrive en retard en stage et je dis à la médecin je suis désolée. Ce matin le réveil était super dur. Vraiment, c'était très très dur. Je suis désolée. Et elle me dit t'as qu'à te coucher plus tôt. Et je me dis effectivement pour une personne qui est en bonne santé, ça colle. Mais moi, j'ai pas fait la fête en fait. Juste, j'avais très très mal aux chevilles ce matin. J'avais atrocement mal et j'arrivais pas à sortir du lit. Et du coup, un peu plus tard, je lui dis, mais en fait, moi, je suis malade. Donc c'est pas que je voulais pas sortir du lit ce matin, c'est que vraiment c'était dur. Et du coup, elle s'excuse et je me dis bon, quand on explique, les gens sont compréhensifs. Je me dis ça va aller. Et du coup, je continue de me renseigner, je cherche. Et je tombe sur un médecin MPR, donc médecin physique de réadaptation, qui normalement est formé au syndrome des Ehlers-Danlos. Et je me dis, lui, il va pouvoir me diagnostiquer. Donc je vais le voir. C'est à Tours. Donc j'y vais avec mon compagnon. C'est une sacrée expédition quand même parce que je suis épuisée, j'ai mal, c'est moi qui conduis, donc c'est fatigant. Et ce médecin que j'ai attendu des mois,
J'ai attendu des mois pour le rencontrer. Il me voit, il me fait me mettre en sous-vêtements. Il tire sur ma peau, il essaye de me faire me pencher dans 2-3 sens pour regarder si je suis hypermobile et il me dit vous n'avez rien, je ne peux rien faire pour vous et rencontrez des psychologues. Donc je me dis ok, donc encore j'ai mis des mois à attendre des mois d'attente pour ce rendez-vous, des mails super nombreux avec tout mon dossier médical qu'il n'a même pas lu, qu'il lit devant moi pendant le rendez-vous. Et je me dis bon, d'accord, c'est toujours pas bon. Donc c'est un coup dur quand même. Et du coup je continue mes cures de kétamine et tout ça. Et je finis par trouver un médecin. Attends, tes cures de kétamine, du coup, tu vois un effet positif? Non. Non. Je vois aucun effet, ça m'épuise. Je suis épuisée après et je vois pas d'effet. Mais on me dit, on continue les cures et on va voir, ça peut être sur la fin que tu vas avoir de l'effet, ça peut être même après que tu auras un effet. Donc je me dis, allez, ça va le faire. Ça va le faire, il n'y a pas de raison, c'est un traitement de cheval, littéralement même. Et je me dis, ça va aller. Donc je continue ça. Et là, en fait, j'apprends quelque chose qui me plaît pas du tout. J'apprends qu'en fait, ma petite sœur a été diagnostiquée du syndrome d'Ehlers-Danlos 2 ans plus tôt. Et je le savais pas. Mais non. Et je le savais pas parce que ma mère m'a dit non, le médecin a dit que c'était pas ça. Et en fait, je demande les comptes rendus parce que je me dis je réunis tout dossier familial parce que c'est familial ce qu'on a. Et là, je lis le document, je dis mais c'est un diagnostic en fait. En fait, là, il a dit que elle avait soit le syndrome d'Ehlers-Danlos, soit une pathologie du spectre de l'hypermobilité. C'est exactement la même prise en charge, c'est exactement la même chose. Et en fait, elle a un diagnostic. Et je me dis, mais là, je viens de perdre 2 ans de ma vie à me battre, alors qu'en fait, j'aurais pu éviter tout ça. Quand tu dis que tu aurais pu éviter tout ça, c'est que tu aurais pu aller voir le même médecin qu'elle pour avoir le même diagnostic, tu penses? Alors, j'aurais pu voir le même médecin et en plus, ce diagnostic, elle l'a eu 1 ou 2 mois avant que je voie l'interniste et du coup, j'aurais pu l'apporter à l'interniste et lui dire, en fait, ma sœur a un syndrome d'Ehlers-Danlos, je pense que moi aussi, est-ce qu'on peut vraiment explorer ça et pas lui dire, c'est en train d'être vu, mais je crois que ça a été écarté. Parce que c'est génétique? Parce qu'en fait, le syndrome d'Ehlers-Danlos, oui, c'est génétique et on se rend compte que quand un parent l'a, il le transmet même systématiquement à ses enfants. Quasi systématiquement. Donc, ils comprennent pas en fait au niveau génétique comment ça se transmet, si c'est autosomique dominant, si c'est plusieurs gènes, on comprend pas. Vraiment, c'est une grande question. Et là, ce serait ta maman qui serait porteuse? Oui, ce serait ma maman parce que elle a un syndrome de l'intestin irritable, elle est hypermobile, elle a déjà eu des blocages au niveau des chevilles, et puis à la même période que moi, en fait, au début de ses études, elle a eu des grosses douleurs qui l'ont vraiment impactée. Elle a redoublé une année universitaire à cause de ça. Mais elle avait retenu qu'on lui avait dit d'éviter les sources de stress à cette époque. Et du coup, elle me dit, c'est l'anxiété. Toi, c'est pareil, c'est l'anxiété. Déstresse-toi et ça ira mieux. Mais je ne comprends pas pourquoi ni ta sœur ni tes parents finalement te parlent de ce diagnostic-là, alors qu'ils te voient, Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était un diagnostic. ils te voient errer en fait. Mais au-delà du fait, comment dire, d'y voir un intérêt pour toi, puisque peut-être qu'ils ne faisaient vraiment pas le lien, c'est surprenant que même ta sœur elle-même, peut-être que vous n'êtes pas proches du tout, peut-être que vous ne voyez que très peu, et du coup, elle ne te tenait pas au courant de sa santé? Si, on est super proches, à la fois avec ma mère et ma petite sœur à ce moment-là. Et en fait, ma sœur, elle est jeune, elle a 18 ans, et on lui a dit, c'est peut-être pas un syndrome d'Ehlers-Danlos, fais d'autres examens. Donc, ils font les autres examens, qui en fait permettent de conclure, mais ça, c'était les directives données par le médecin. Il a dit, faites tel et tel examen, si ces examens reviennent normaux, alors ce ne sera pas un syndrome d'Ehlers-Danlos. Sauf qu'elles n'ont retenu que ça. En fait, ce n'est pas un syndrome d'Ehlers-Danlos, mais dans ce cas-là, ce sera un syndrome du spectre de l'hypermobilité. Enfin, une pathologie du spectre de l'hypermobilité. Et ça, elles n'ont pas compris. D'accord. Et du coup, elles ont juste retenu, ce ne sera pas un CED. Donc, elles se disent, c'est pas ça. Et du coup, moi, je continue de chercher en disant, bon, bah, si c'est pas ça, c'est de l'endométriose. Si c'est pas ça, qu'est-ce que j'ai?
et comment ça se fait qu'on ait des soucis dans la famille, mais apparemment ma sœur n'a pas ça, donc on cherche autre chose. D'accord. Donc quand tu apprends ça, qu'est-ce que ça change pour toi et au niveau de ta prise en charge? Ça change tout parce que là, on se dit ok, effectivement, non seulement j'ai très certainement un CED, mais il a été validé pour un membre de ma famille. Le HSD a été validé pour ma petite sœur, ce qui fait que, étant donné que c'est génétique, mais c'est quasiment certain que j'ai ça. Et du coup, tout ce qui me reste à faire, c'est de contacter le médecin qui l'a diagnostiqué et lui dire bah bonjour, je suis la grande sœur. Elle vous avait déjà parlé de moi et de mes soucis qui à ce moment-là étaient juste gynéco-digestifs. Là, j'ai mal aux articulations parce que, enfin, tant que c'était digestif, gynéco, on pensait pas tant que ça au CED. On se disait, elle est pas hyper mobile, elle a pas de soucis articulaires, donc c'est pas ça. Là, j'ai des grosses douleurs articulaires, j'ai du mal à marcher. Je me suis même fait prescrire un fauteuil roulant par ma généraliste parce que vraiment, ça devenait trop handicapant d'aller en stage et d'être debout pour moi. Donc, je contacte ce médecin et je lui dis, bah, s'il vous plaît, recevez-moi, en fait. Et il me dit oui. Il me dit oui, il me dit ok, il y a pas de souci, on va prévoir un créneau de 2 heures. Donc, j'attends quelques mois quand même pour le voir. Et en mai 2023, donc il y a presque un an, il me reçoit. Et là, tout s'éclaire, vraiment. Il me pose des questions sur tous mes symptômes. Il me demande pas vraiment ce que j'ai. Il me dit, au niveau de tel organe, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et je lui dicte tout. Et je lui dis, là, il y a ça, 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 ça. Là, il y a ça, 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 ça. Et il me dit, ok, on va faire un examen clinique. Donc, on va regarder, il m'examine et il me dit, bah oui, en fait, c'est ça. Il me dit, tu vois, tes doigts, il prend mes doigts entre ses mains et il bouge les phalanges et ça claque et il me dit, tu vois, ce petit ressaut, c'est pas normal, c'est que t'es hyper mobile des doigts. Et je me dis, mais en fait, de partout et ça se voyait pas. Et il me fait faire des choses que je savais même pas que je pouvais faire, donc les mains en prière dans le dos, par exemple. Il y a ça, il y a le pouce sur l'avant-bras. Je me dis, tiens, c'est assez curieux quand même. Il prend des photos et il me dit, je vais vous faire un compte-rendu. En attendant, mettez en place, donc il me parle de pas mal de choses. Il me parle de RTMS. La RTMS, c'est des ondes. La stimulation magnétique transcrânienne? Ouais, exactement. Sauf que là, c'est au niveau périphérique. Donc, il me propose de faire ça, enfin, il me conseille de contacter des médecins pour faire ça au niveau des membres pour récupérer en proprioception. Mmh. Et je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Et donc, il me parle de ça. Il me dit, c'est super, vous allez avoir le fauteuil roulant. Je vais vous prescrire des attelles adaptés. Donc, des attelles qui permettent de stabiliser les articulations pour pas se faire mal. Et il m'a dit, c'est super, vous avez des compressifs. Et puis il me prescrit quelques examens. Enfin, il prescrit pas lui-même. Il conseille de faire certains examens qui doivent être prescrits par ma généraliste. D'accord. Donc, je ressors de là et je me dis, en fait, je sais ce que j'ai. On sait ce que j'ai et il reste quelques examens à faire pour savoir si c'est un syndrome d'Ehlers dans l'os ou si c'est un désordre du spectre de l'hypermobilité. Mais la prise en charge est la même. Les symptômes sont les mêmes. Il n'y a pas de degré de gravité plus important selon qu'on soit CED ou HSD. On peut avoir, comme je pense que je suis HSD, mais comme ma petite sœur en HSD qui est assez handicapant, alors que d'autres vont être très hyperlaxes et du coup diagnostiqués CED sans avoir de handicap réel en fait ressenti. Et puis là, on arrive sur la fin en fait de ma prise en charge parce que il contacte un de ses collègues en disant qu'il est en train de me diagnostiquer d'un CED et ce collègue donc c'est un orthopédiste qui me reçoit 3 jours plus tard. Donc vraiment c'est génial. Enfin, je sors de ce rendez-vous, je me dis c'est formidable. Et 3 jours plus tard, on me fait des semelles orthopédiques spécialisées pour les troubles proprioceptifs. Et du coup, bah, ça m'aide beaucoup plus parce que j'ai des faux pieds plats comme beaucoup de gens dans le set. Donc ça m'aide à être mieux positionnée et ça limite déjà mes douleurs au genou de façon assez considérable. C'est génial. Ouais. Ouais. Et puis il aura fallu attendre longtemps pour avoir tout ça parce que finalement, on sait depuis que je suis enfant que j'ai les pieds plats, pareil, mais on s'était jamais penché plus là-dessus. J'imagine que pour toi, c'est une délivrance, ce diagnostic?
C'est une vraie délivrance. Vraiment, je comprends ce que j'ai. Je me retrouve dans un groupe à ce moment-là. Je me dis, ok, je suis pas toute seule en fait. Je suis pas toute seule. Je sais ce qu'a ma petite sœur. Je sais comment l'aider. Je sais ce que j'ai. Je pense que mes autres frères et sœurs l'ont aussi. Donc, s'ils sont confrontés à des difficultés, je pourrais les aider et qu'ils se retrouvent pas dans la même situation que moi. Ce qui est super important parce que je suis la grande sœur d'une famille de 4, donc pour moi c'est super important de protéger mes petits frères et petites sœurs. Donc je me dis ok, on sait enfin, on a enfin des réponses et j'ai été entendue. Pour la première fois, j'ai quelqu'un face à moi qui me dit oui oui à chaque fois que je sors un symptôme et qui me dit oui oui bah je sais ce que c'est et c'est assez incroyable quand même. J'ai vu aujourd'hui dans ton compte Instagram que tu fais de la sensibilisation aussi à l'hôpital maintenant. Oui oui et ça me rend super heureuse. Là, je suis en stage en santé publique. Donc, on travaille sur la promotion et la prévention de la santé. Donc, essayer de prévenir les pathologies et de maintenir un état de santé le meilleur possible pour tout le monde. Et j'ai parlé du syndrome d'Ehlers-Danlos. J'ai dit, écoutez, je suis atteinte d'une maladie. Que peut-on faire pour l'errance médicale? Et on m'a dit, eh bien, la journée des maladies rares, vu que le CED est considéré comme maladie rare, c'est le 29 février, donc un jour qui n'arrive pas tous les ans, comme cette pathologie qui reste assez rare. Et on m'a dit, écoute, tu peux y participer pour présenter ton projet, pour parler du CED. Et du coup, j'ai préparé un travail, en fait, vraiment, j'ai travaillé sur le CED, j'ai fait des recherches et j'ai fourni une présentation à mes chefs qui m'ont dit ok on valide ça donc pour l'instant je suis en attente de réponse du médecin qui est responsable du centre de compétences de ma ville donc le médecin que je n'ai jamais eu le droit de rencontrer mais voilà c'est assez ironique L'ironie quand du même. sort, ouais. C'est ça, donc peut-être que j'aurai l'occasion de la rencontrer en tant que soignante du coup, mais je vais pouvoir présenter cette pathologie, que ce soit le CED ou le HSD, qui restent des pathos finalement assez fréquentes, puisque pour le syndrome d'Ehlers-Danlos, on parlerait d'une prévalence de 2%. Donc ça sortirait de la maladie rare en fait, c'est juste sous-diagnostiqué et voilà, c'est mal pris en charge, mal repéré, et je suis super heureuse de pouvoir agir là-dessus. Vraiment, c'est vraiment chouette. C'est super j'allais justement te demander en quoi ça change ta perception du futur médecin que tu as envie d'être. Et j'ai l'impression qu'on a déjà un élément de réponse et que tu as envie de sensibiliser, que tu as envie d'avertir et voilà, de communiquer sur cette pathologie-là, entre autres. Alors, j'ai très envie de sensibiliser sur cette maladie. Le petit souci, c'est que j'ai le CED. En ayant le CED, je me sens pas apte à devenir généraliste comme je le voulais à la base, parce qu'il y a des périodes où je suis vraiment trop épuisée, où je peux pas tenir mon stéthoscope parce que je tremble trop, où je fais des chutes, ou voilà. Donc, pour moi, la médecine générale, ça va être trop épuisant. Donc, j'ai décidé de faire de la psychiatrie. La psychiatrie, ça me passionne, surtout que je suis concernée aussi, vu que j'ai vécu des dépressions. J'ai vécu une errance médicale dans ma dépression aussi. Donc, je vais essayer de sensibiliser depuis la psychiatrie. Mais j'essaye quand même, là, je profite vraiment de ce stage de santé publique pour essayer de sensibiliser au maximum autour de moi et déjà bien déblayer le terrain pour si d'autres veulent reprendre ça après. Mais tu sais, peut-être que tu pourras sensibiliser au CED en psychiatrie et peut-être que tu pourras permettre la fin de certaines errances médicales en psychiatrie parce que tu auras des patients qui auraient pu être toi à l'époque, qui arriveront parce qu'ils n'iront pas bien, qui se plaindront d'une multitude de douleurs diverses et variées. Et toi, tu les orienteras peut-être vers un centre compétent, vers des médecins compétents qui pourront diagnostiquer un CED. Et dans tous les cas, ton parcours d'errance médicale et de malade chronique, j'en suis certaine, sera aidant dans la psychiatre que tu seras. Oui, clairement, ça change ma vision du soin. Vraiment, je sais ce que c'est que de ne pas être entendu. Je sais ce que c'est que d'avoir mal de façon chronique. Je sais aussi ce que c'est que la dépression. Et mine de rien, ça change beaucoup de choses dans la perception, dans les clichés qu'on peut avoir en médecine, que ce soit sur la dépression, sur les douleurs chroniques.
sur l'errance médicale, sur les patients qui insistent un peu trop. Sauf qu'ils ont raison d'insister pour être entendus. Et je me dis que je vais vraiment pouvoir aider là-dedans. Et actuellement, j'essaye quand même de toucher d'autres stages que celui où je suis. J'ai recontacté mon médecin de la douleur en lui donnant des documents qui permettent de diagnostiquer, qui ont été faits par le GER7. C'est un groupe d'études et de recherche de médecins sur le syndrome des lèvres dans l'os et le HSD. Donc, je lui ai transmis ça juste ce matin. Donc, j'espère avoir un retour positif. J'ai reçu des affiches de SAID in France qui permettent de sensibiliser et que j'espère pouvoir distribuer autour de moi. J'ai sensibilisé mon psychologue à ça aussi. Donc, mine de rien, on peut, en parlant déjà à ses soignants, ça sensibilise pas mal. Et puis là, vraiment, j'utilise ce stage pour promouvoir le dépistage de cette maladie. Tout à fait, c'est super. Bravo. Merci. Et c'est par toutes ces petites actions qu'à un moment donné, ça fera la différence. Ouais, j'espère pour éviter que trop de gens aient à vivre la même chose que moi. Et j'ai présenté mon travail sur le syndrome des lèvres dans l'os à une collègue il y a quelques jours qui m'a dit, mais j'ai une amie qui est en errance médicale, qui a des douleurs, qui est très hypermobile, qui se démet de partout. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce que tu me décris. Et je me suis dit déjà, avec cette présentation, il y a peut-être une personne qui va être diagnostiquée. Et je me suis dit, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme et ça m'a vraiment touchée. C'est énorme. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai créé le podcast. Je me suis dit, mais si chaque épisode aide ne serait-ce qu'une personne, alors pas forcément à poser un diagnostic, mais ne serait-ce qu'à se sentir moins seule, ce sera déjà une belle victoire. Ouais, j'ai dévoré les épisodes de podcast. Là, j'ai découvert récemment du coup ton podcast et je les ai dévorés parce que ça me parle en fait. Peu importe la pathologie, ça nous parle. Quand on a vécu de l'errance médicale, on a entendu tous les mêmes mots, le psychosomatique, l'anxiété, tout ça. On l'a tous entendu et on a tous vécu des parcours qui, au final, sont assez universels. C'est ça. Malheureusement, il y a beaucoup de points communs, même si c'est pas du tout la même pathologie. Il y a énormément de points communs à partir du moment où on souffre et où il y a une errance. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager avec quelqu'un qui pourrait suspecter un CED ou avoir une errance médicale? Alors, par rapport au CED, je dirais de contacter SAID in France, de pas hésiter. On a un groupe de parole qui est super, où on se donne tous des conseils et qui est administré par les membres de SAID in France. Donc, c'est vraiment super. Ça fait une vraie aide et ils sont vraiment de bons conseils sur les médecins dans la région. Ils m'ont vraiment permis de savoir vers qui me tourner et ça a été d'une grande aide. En général, pour l'errance médicale, écoutez-vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un souci. Vous allez peut-être pas trouver vous-même la pathologie, mais il faut continuer à chercher. Et entourez-vous bien, ne restez pas seul, parce que c'est vraiment dur. Moralement, ça peut être très dur, que ce soit de l'errance pour des douleurs, pour des troubles psy. Ne restez pas seul, c'est vraiment important. L'errance et la douleur, ça isole, que ce soit douleur physique ou psychique. Donc il faut vraiment rester entouré, ne pas rester seul, vraiment. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu pourrais nous dire qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, t'aide le plus dans ta pathologie pour diminuer les douleurs? Alors déjà, je me rends en stage en voiture et ça limite beaucoup mes douleurs. Et quand je suis dans des stages où j'ai besoin de rester debout longtemps, j'utilise un fauteuil roulant et j'ai jamais eu aussi peu mal que maintenant. Et c'est vraiment extraordinaire de me rendre compte de ça. Mes douleurs aux chevilles ont été considérablement diminuées. Donc moi, c'est vraiment les attelles, le fauteuil roulant et la voiture, même si ça pollue. Et je me dis que c'est pas écolo, mais la maladie oblige, donc voilà. Tout à fait. Mais en tout cas, tu n'as pas de traitement médicamenteux Non. pour le CED. J'ai l'oxygène, mais c'est tout. Et voilà, l'oxygène, si besoin. Je l'utilise rarement en ce moment, mais je sais que j'ai cette béquille si besoin. Et j'ai aucun traitement de la douleur qui marche. Et mon centre antidouleur m'a gentiment dit qu'il y avait plus grand chose à faire. Donc ça, c'était un peu le coup dur récemment. Mais voilà, j'ai des techniques non médicamenteuses qui m'aident, donc c'est déjà ça. Et pour ceux qui veulent des fauteuils roulants, n'hésitez pas à louer avant pour éviter d'acheter un fauteuil qui vous servira peu
et qui coûte très cher parce que j'ai contracté un prêt étudiant. On s'en passerait bien. Voilà. Merci pour ce conseil, oui, c'est important. Merci beaucoup Louise pour tout ton témoignage et je suis sûre qu'il aidera de nombreuses personnes et peut-être que certaines se reconnaîtront enfin et sauront de quoi elles souffrent et qu'elles iront consulter des médecins spécialistes et qu'elles auront aussi peut-être plus d'arguments, comme là tu les as décrits, pour être acteur dans la prise en charge et parfois c'est malheureux mais il faut arriver avec un argumentaire bien ficelé pour être entendu. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçue sur ton podcast. Ça me fait très, très plaisir. Moi aussi. À très bientôt. À très bientôt. Merci encore Louise pour avoir accepté de partager ton histoire. On dit souvent que dans chaque situation difficile, il y a une part de positif. Et je vois ça dans ton témoignage. Je pense que ton parcours semé d'embûches et d'errances médicales te permettra d'être encore plus à l'écoute de tes patients. Je suis sûre que tu seras un médecin merveilleux, avec énormément d'empathie. Les patients auront de la chance de tomber sur toi. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître, afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.